C'est vraiment très joli ici. C'est très joli. Là à gauche, Oui. c'est Golgotha, où il en fait crucifie Voilà. Jésus dans les films de Pasolini et Mel Gibson. Sono un attivista per i diritti che lotta contro il caporalato, contro lo sfruttamento in agricoltura. Che cosa potete fare? Non abbiamo acqua, anzi luce. Se noi non iniziamo a lottare per i propri diritti, per i nostri diritti, nessuno non lo farà a posto nostro. Se uno vuol venire con me, prenda la sua croce e mi segua. Yvan, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours, sur ton histoire en tant que militant, qu'activiste, et ce qui t'a amené à rencontrer Milo et à avoir aussi l'idée de faire alors je dirais ce film, nous expliquer comment on en est arrivé en 2019 à ce projet. Je suis arrivé en Europe, en Italie, plus précisément en 2008, pour motif d'études. J'ai étudié ingénierie en télécommunications jusqu'en 2013. J'ai toujours admiré ce pays-là et j'ai décidé que quand je serai grand, j'irai là-bas et voilà. Il s'est passé qu'en 2011, plus précisément, je perds la bourse d'études à l'école, à l'université à Turin. Et cela m'oblige en fait à chercher du travail. Parce que mon objectif, c'est de finir mes études universitaires, voilà, et les taxes et tout à l'université, tout ça. Donc voilà. Grâce au passe-parole, un ami m'appelle, il me dit, écoute Yvan, j'ai un travail pour toi. Donc c'est comme ça que j'immigre du nord, parce que Turin, c'est dans le nord vers le sud. Dans l'immigration au contraire, quoi, parce que des fois c'est du sud vers le nord. Donc je quitte de Turin et je vais dans le sud d'Italie. C'était dans les Pouilles, dans une ville qu'on appelle Nardo, à côté de Lecce. Voilà, j'arrive dans cette ville, Nardo. Une personne est venue me prendre à la gare et m'a amené dans un camp, dans un endroit, pour moi, je n'avais jamais vu, je n'avais jamais mis mes pieds dans ce genre d'endroit. C'était un ghetto. Comme vous avez vu dans le film, il y en a plein en Italie, principalement dans le sud. Et ce ghetto, il y avait plus de 1200 personnes, travailleurs saisonniers, presque tous immigrés, qui venaient de toutes les parts d'Italie, du nord au sud, au centre, à l'est, à l'ouest, et se retrouvaient là chaque été pour 2 mois, pour le travail saisonnier, pour la récolte des tomates, des pastèques et d'autres produits agricoles. Et la majeure partie d'eux vont vivre dans cet endroit. Et ils construisent, parce qu'il y a la nécessité d'avoir un logement, il n'y a pas de logement, donc ils s'auto-construisent ce genre de maisons qui sont des baraques, qui sont faites en plastique, en carton, voilà, comme vous avez pu voir dans le film, parce qu'il n'y a pas de logement en Italie. Le gouvernement, les institutions ne mettent pas de logement à disposition des travailleurs saisonniers, surtout quand ils sont immigrés, voilà. Donc c'est une autoconstruction. Et ça devient des villes. Quand vous allez dans ces ghettos, c'est très très large. Il y a des gens qui vivent... Il y a des ghettos de 5000 personnes, de 6000 personnes en Italie, voilà, sans eau, lumière et gaz, rien du tout, rien. Voilà. Et je me suis retrouvé là, comme un rien. J'étais à Turin il y a quelques heures, où j'avais une maison. J'avais la chance de vivre dans une maison que l'État m'a donnée. Voilà, je me retrouve sans maison, je me retrouve dans ce ghetto. Et même dans mon pays, le Cameroun, je n'ai jamais vécu dans un endroit pareil, bien que ce soit en Afrique, quoi, voilà.
Et je suis resté choqué, surpris. Et je vous raconte un fait. Par exemple, comme c'était en été, il faisait très très chaud et je venais de 12 heures de voyage parce que de Turin au sud, c'est très très loin. Je voulais faire la douche, comme tout être humain. Et j'ai demandé où sont les toilettes. On m'a montré il y avait 100 toilettes, 100 douches pour 1200 personnes. Il y avait plus de 600 personnes qui attendaient chacun son tour. Donc voilà, j'ai dû faire la queue pendant 7 heures de temps pour pouvoir attendre mon tour pour me laver. Voilà, c'était la première accueil, le premier signe que ce ne serait pas facile, une partie facile dans ce genre de contexte. J'étais là pour travailler, j'ai donc demandé aux personnes qui étaient à l'intérieur, mais ici on m'a dit qu'il y a la récolte des tomates, il y a du travail, comment est-ce que j'en fais pour que tu sois employé, pour que tu ailles travailler? Et c'est ainsi qu'on m'a dit qu'il faut que j'attende l'arrivée des caporali. En Italie, j'ai donc découvert un système qu'on appelle caporalato. C'est quoi le caporalato? C'est un système d'intermédiation pour avoir la main-d'œuvre moins chère. Ces caporales, comme on les appelle, savent où trouver la main-d'œuvre. Ils vont dans ces ghettos où je me trouvais, où d'autres personnes se trouvent, et ils sélectionnent la main-d'œuvre. Ils les amènent dans les champs de tomates, de pastèques, de maïs, ainsi de suite, pour les récoltes. Voilà, ce sont des intermédiaires. Quand ils reçoivent l'ordre des propriétaires terriens, des agriculteurs, pour avoir 50, 200 personnes, ils vont dans ces ghettos, ils les prennent. C'est donc comme ça, on m'a expliqué que si je veux travailler, il faut que je passe à travers ces gens-là, ces caporales. Ce sont également des ex-travailleurs qui ont fait carrière. Ils étaient travailleurs comme nous, saisonniers, ils sont devenus caporales. Voilà. Donc ils connaissent très bien le travail. Et ils sont également choisis par le fait qu'ils ont la possibilité de parler plusieurs langues. Ils parlent l'italien et ils parlent également la langue d'origine de ces immigrés. Et c'est comme ça donc, que je me suis présenté ensemble avec d'autres personnes. Il nous a demandé nos documents pour aller nous faire des contrats. J'ai dû donner mes documents originaux et le caporal est parti pendant 3 semaines et je ne pouvais pas me déplacer parce que, étant immigré en Italie, si tu n'as pas de documents, même partout en Europe, c'est comme ça, c'est très important que tu aies tes documents. Voilà. Mais les caporales, ils te demandent tes documents originaux. Quand il est revenu, ce caporal, donc voilà, il m'a donné la bonne nouvelle, il m'a dit tu as été sélectionné, ensemble avec d'autres personnes, vous allez commencer le travail demain dans la récolte des tomates. Vous devez être prêt à 4 heures du matin. C'était l'heure de départ pour les champs. Ils arrivent avec des voitures, comme vous avez vu, une voiture de 9 places officielles. Hein. Nous, on est à l'intérieur, 25 personnes. 25 personnes. Nous sommes à l'intérieur comme dans une boîte de sardines. Et on voyage debout. Voilà. Durant un trajet d'environ 1 heure. Voilà. Et on est contraint de payer une taxe de transport. Ce n'est pas gratuit ce voyage-là. Malgré qu'on soit mal à l'aise, ils nous demandent 5 € de transport, aller-retour. Quand on arrive dans les champs, notre travail consistait à remplir des cajots de tomates. Ce n'est pas des cajots, c'est des caisses de tomates. Une caisse de tomates, ça pèse 300 kilos. Tu dois remplir ces caisses. Et une caisse de 300 kilos est payée 3,50 €. Et imaginez-moi, je venais de Turin, je n'avais pas d'expérience par rapport à mes amis qui faisaient ce travail depuis 30 ans. Ils travaillaient là. Ils avaient des techniques de rapidité que moi je n'avais pas. Et travailler sur le soleil, en Italie il fait chaud, hein, c'est massacrant. Moi après 1 heure, j'avais déjà les côtes, le dos qui me faisait mal, les mains pas. Voilà, c'était ça. Et j'ai gagné, on a travaillé, on a commencé à 5 heures, on est rentré à 21 heures. J'ai rempli 4 caisses. Une caisse 3,50 € par 4, j'ai gagné 14 €.
Le caporal nous enlevait les 5 euros de transport dont je vous ai parlé. Donc de 14 euros moins 5 euros, je me suis retrouvé avec 9 euros. Et ce n'est pas tout. Hein. Il nous faisait acheter de la nourriture, des sandwichs. Un sandwich coûte 3,50 €. Et l'eau, une bouteille d'eau d'un demi-litre, ils nous la vendent à 1,50 €. Bon. Donc voilà, et tu es obligé d'acheter, tu es obligé de boire parce qu'il fait chaud, tu as soif, voilà, tu n'as pas de choix. Ce que tu nous présentes, c'est ce qu'on voit aussi en partie dans le documentaire, dans le film, bien évidemment. Romain Filleul, tu as fait ton doctorat sur ce type de questions. Tu as fait ton terrain pendant plus de 10 ans dans le sud de l'Italie. Là, tu es actuellement en postdoc à l'université Nice-Côte d'Azur. Par rapport au témoignage que vient de nous donner Yvan, par rapport à ce qu'on a vu dans le film, est-ce que tu peux peut-être nous le remettre aussi un peu en perspective, ce qu'on voit, les ghettos qu'on voit aussi un peu de manière fragmentaire. On n'est pas tout le temps à Matera, on est vraiment sur tout un territoire qui est l'Italie du Sud, qui est le Mezzogiorno. Combien il y a de ce type de ghetto? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que tu peux nous éclairer en tout cas sur cet aspect En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces ghettos que vous avez vus ici dans ce film documentaire, c'est en fait une forme d'habitat autogéré, autoconstruit par les migrants, qu'on retrouve pas seulement en Italie du Sud, mais qu'on retrouve dans tous les espaces de passage, en fait. Si vous allez à Calais, vous avez eu, parce qu'ils ont été très fréquemment démantelés, donc vous les avez voilà, en fonction des années, oui, non. C'est exactement les mêmes formes. Je sais aussi que dans d'autres espaces de transit, comme par exemple le Maroc, vous avez aussi ce même type de camps qui sont en fait des espaces qui sont des espaces ressources à la mobilité des personnes. Ces ghettos, ils existent parce que les migrants qui vivent dedans et qui s'y retrouvent pour une période plus ou moins longue n'ont pas de possibilité d'aller ailleurs, en fait. La deuxième logique, c'est aussi une logique de réservoir de main-d'œuvre pour, en particulier, l'agriculture et en tout cas tous les travaux très faiblement rémunérés parce que très peu rémunérateurs. Et du coup, voilà, cette forme du camp qu'on voit ici de façon qui a l'air exceptionnelle, en fait, elle ne l'est pas. Vous l'avez aussi dans les Bouches-du-Rhône, des petits dont on parle moins. Mais c'est beaucoup, là, dans les Bouches-du-Rhône, c'était aussi lié à l'agriculture. Je suis allé en Grèce récemment, à l'ouest du Péloponnèse, vous avez un espace de production de fraises, et vous avez exactement le même type de camp, sauf que cette fois, c'est peuplé par des personnes du sous-continent indien au lieu de l'Afrique de l'Ouest. Et du coup, vous avez voilà, des forts besoins dans des laps de temps très courts, et c'est ce qui fait que d'une région à l'autre, en fonction des récoltes et des saisons, les personnes bougent en fait. Voilà, l'été, c'est surtout la tomate. Du coup, toutes les personnes vont dans le nord des Pouilles, en gros. L'hiver, c'est les oranges. Toutes les personnes vont en Calabre. Et c'est les mêmes personnes, en fait. Et à chaque fois, vous avez des ghettos comme celui-là, des camps informels, qui répondent à ce besoin et de mobilité et d'habitation le temps qu'on cherche du travail. Le film, c'est pareil, Yvan, on est en 2019, tu as réussi à faire un collectif, puisque c'est le mouvement de ce mouvement de la dignité qu'on voit, c'était pas forcément le projet de départ, puisqu'à la base, tu avais été contacté pour être Jésus, pas pour embraser à ce point peut-être les ghettos locaux, et c'est pourtant ce qui se produit. Est-ce qu'il y a une pérennité de ce mouvement? Est-ce que tu es toujours actif en contact avec ces gens? Est-ce que vous êtes toujours actif? L'idée était de créer un collectif à l'intérieur du film qui a participé activement au film et de faire que ce collectif se coalise, se structure et va de l'avant. Donc quand il m'a appelé, quand il m'a donné l'opportunité de participer, il m'a demandé quelles sont les associations qui s'occupe de certains thèmes qu'on allait affronter dans le film. Voilà, je lui ai donné une liste d'associations et il a choisi celles qui étaient plus adaptées au film. Et évidemment, qu'est-ce qu'il a voulu faire?
Déjà, il allait contre les ordres qu'on lui a donnés, parce que quand on l'appelait Matera, quand la ville de Matera, qui était capitale de la culture en 2019 en Italie, l'appelait pour faire le film de Jésus, on appelait pour faire un troisième film sur le Christ, classique, un film classique. Parce que les deux premiers films, en Matera, il y a eu par le passé 2 films sur le Christ qu'on a fait. Le premier, c'était de Pier Paolo Pasolini, l'Évangile selon Matthieu, et le deuxième, c'était de Mel Gibson. Voilà, ça c'est le troisième film. Mais il n'a pas voulu faire un film seulement sur le Christ. Donc c'est pour cela que vous voyez, comme vous avez vu, c'est un docu-film en fait. Il y a une partie du film pour pouvoir satisfaire, disons, ceux qui l'ont invité, et la partie documentaire parce que lui, il a tendance à vouloir montrer ce qui se passe. Donc il a vu, il a découvert qu'à Matera, il y a plein de touristes. Autour de Matera, il y a des gens qui souffrent, il y a des immigrés qui sont exploités. Il a dit, c'est pas possible, on ne va pas laisser ça comme ça. Parce que voilà. Donc, quand il m'a proposé, donc, il m'a dit, amène-moi là-bas, voir ces gens. Je veux les faire voir, je veux leur donner une certaine visibilité pour qu'ils dénoncent, pour qu'on puisse dénoncer ce qu'ils vivent. Et c'est donc comme ça, donc voilà, on est allé voir presque toutes les situations, disons, difficiles, tout autour de la ville et tout autour également des régions confinantes. Et le collectif, donc, la Rivolta della Dignità, qui signifie la révolte de la dignité, c'est le nom qu'on a donné à notre mouvement, où il y avait des femmes exploitées sexuellement, comme vous avez vu dans le film, le collectif des femmes exploitées. Il y avait le collectif des agriculteurs. Vous avez vu certains agriculteurs italiens qui ont également, ils ont des problèmes. Hein. Ils ont des problèmes, c'est vrai, ils exploitent. Et puis, le collectif des travailleurs immigrés dont je faisais partie, avec d'autres personnes et d'autres collectifs. On s'est mis ensemble grâce à Milora. Avant, on ne se parlait pas, on ne se connaissait pas tellement, mais on a pu travailler ensemble parce que Milora a voulu que ce soit comme ça, parce que justement l'union fait la force. Et après le film, donc, ce collectif va de l'avant et on travaille. Et si tu veux, après, je vais entrer dans le spécifique de ce qu'on fait avec, disons, aujourd'hui, l'association NoCap. Peut-être que tu peux la présenter. Oui. Alors, l'association NoCap, c'est seulement, ça veut dire No Caporalato. Ça veut dire No Caporal, NoCap. Voilà. Le système de la proposition NoCap est basé sur la filière. Parce que j'ai découvert, nous avons découvert après cette expérience que le problème des caporalates, de l'exploitation des travailleurs saisonniers, pas seulement saisonniers, est un problème qui vient du système économique capitaliste, voilà, qui a donné un très grand pouvoir à une minorité à l'intérieur de la filière productive agricole, qui sont les supermarchés. Parce que c'est eux qui indiquent les prix des produits. Et les prix des produits qu'ils indiquent ne contemplent pas le pouvoir réel, le coût réel de production. Voilà. Les prix qu'ils indiquent sont tellement bas et ça fait de telle sorte que les agriculteurs ne puissent pas mener de l'avant leur activité de façon soutenable. On a tous eu la grève des agriculteurs ces derniers temps. Ça, c'est le premier problème réel. Qui doit indiquer le prix d'un produit ? C'est le producteur ou c'est le supermarché? La logique voudrait que ce soit le producteur qui puisse indiquer. Ce n'est pas qui achète qui doit indiquer un prix, mais c'est qui produit. Mais dans l'agriculture, c'est le contraire. C'est celui qui achète, c'est le supermarché, c'est Auchan, c'est Carrefour, c'est Lidl, Audi, ces supermarchés qui créent tout ce problème. Donc, pour stopper tout ça, pour essayer de fermer tout ça, on a créé donc ce label qui caractérise la filière éthique pour dire, voilà, prenez conscience de ce que vous achetez quand vous faites les achats. Et beaucoup nous ont demandé, mais comment est-ce que je fais donc si j'entre dans un supermarché pour savoir que ce produit, ces tomates ou ces oranges viennent d'une filière juste. Et voilà, il a donc fallu qu'on crée ce label-là. Et cela nous a donc permis aujourd'hui de pouvoir amener dans notre filière plus de 400 producteurs.
Nous avons commencé en 2019, on avait un seul producteur et on a pu avoir 400 producteurs et on a aujourd'hui plus de 1500 travailleurs des ghettos qui ont des contrats, qui ont pu avoir des contrats de travail, qui travaillent dans ces 400 sociétés. Ils étaient dans les ghettos que vous avez vus dans les films avec moi. Aujourd'hui, leur vie a complètement changé. Ils savent ce que c'est qu'un contrat de travail. À l'époque, ils ne savaient pas ce que c'est qu'un contrat de travail. Ils ne travaillent plus 16 heures par jour, 15 heures de temps, mais ils travaillent 6 heures, le temps légal en Italie. Voilà, ils ont les droits qui sont respectés. Et cela également parce que de l'autre côté, on a pu trouver des supermarchés en Italie et petit à petit en Europe qui achètent les produits de nos producteurs à des prix justes. Donc notre mission, en fait, c'est de mettre ensemble la durabilité, c'est ça, on dit ça, c'est la durabilité sociale et la durabilité économique, les deux, et évidemment ambientale, climatique, biologique, voilà. Donc c'est le système NoCap, c'est ça, et grâce à Milora aujourd'hui, grâce à ses apports, grâce au film, les produits NoCap ont été connus parce qu'il est d'origine suisse, allemande. Dans ces pays-là, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui appellent en Italie pour savoir l'origine de ces produits.